Donc bonjour à toutes et à tous. On est très heureux avec Michel Sarmolache d'ouvrir cette nouvelle masterclass dans le cadre du DU de philosophie de la psychiatrie. Alors le DU de philosophie de la psychiatrie est un DU qui associe l'Université de Bordeaux, l'Université de Toulouse et l'Université Aix-Marseille. Ce DU s'organise en trois sessions. Une session bordelaise, plutôt tournée autour de l'épistémologie et qui va essayer de travailler les enjeux des classifications et de la sémiologie. Une session toulousaine, vous avez là, je vous présente successivement le programme de cette année, mais qui se reproduit chaque année. Une session toulousaine qui est plus tournée autour de la phénoménologie et de la psychopathologie phénoménologique, puisque ce DU a quand même une orientation plutôt phénoménologique, en tout cas travaille avec les outils de l'épistémologie et de la phénoménologie. Puis une session marseillaise où on va relier un peu la phénoménologie, on va essayer d'hybrider la phénoménologie avec les processus de naturalisation, la neurophénoménologie, avec les sciences de la subjectivité, comment explorer de manière, avec les recherches qualitatives rigoureuses, le fait psychique et comment hybrider la phénoménologie avec d'autres choses qu'elle-même. Chaque année, en plus de ces trois séminaires, il y a un séminaire d'école d'été, une école d'été qui va aborder chaque année un thème nouveau, un thème en marge de ce qui est encore pas établi académiquement par rapport à la philosophie de la psychiatrie. Et avec ce qu'on appelait un curateur, mais modestement, on aborde des thèmes qui sont en cours de stabilisation. Et cette année, on va essayer de travailler la notion d'aliénisme. On a essayé dans tout l'enjeu des fabulations spéculatives, etc., d'aller vers l'aliénisme spéculatif pour voir comment ça peut permettre, comme un futur passé ou un passé futur, partir de l'aliénisme pour penser la psychiatrie actuelle. Et puis, en plus de, de ces trois séminaires et de cette école d'été, on travaille un fil rouge de masterclass chaque année pour essayer avec des acteurs qui tournent autour de la philosophie de la psychiatrie, travailler des thèmes. Et c'est dans ce cadre-là que ce soir, on accueille professeur Jean-Philippe Pierron, qui est philosophe à l'Université de Bourgogne, qui est directeur de la chaire Valeurs du soin et qui a publié de nombreux ouvrages, à la fois, on va dire, des ouvrages académiques autour du soin, de la philosophie de la psychiatrie. Je vous en ai présenté deux, là, ici, chez PUF, Vulnérabilité pour une philosophie du soin, et chez Hermann, Philosophie du soin, économie éthique, politique et esthétique, qui sont des textbooks très importants. Je pense qu'ils font un peu référence dans le champ de la philosophie du soin. Et puis des essais que je trouve aussi réjouissants. Et je pense qu'on discutait de Jean Audin qui fait un peu les deux, mais toi tu le fais avec, c'est avec ton métier, quoi, enfin de philosophe, mais qui va aborder ces questions du sensible, de l'écologie donc aux éditions Actes Sud sur cette collection d'écologie, je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin c'est cette collection, et puis un petit essai qui est vraiment très chouette. Enfin, moi, l'éloge de la main qui est réjouissant pour penser le soin à partir de la symbolique de la main, enfin pas juste une symbolique, justement quelque chose qui est à l'œuvre aussi à travers la main. Et donc, dans ce cadre, dans ces écrits, on est très heureux de t'accueillir pour nous parler avec un titre long, mais qui laisse déjà la poésie se faire. Tu n'as encore jamais vu de belette, donne-toi le temps. Le cas Brudot-Brand de Binswanger. Donc Binswanger, pour ceux qui sont dans le DU, vous en avez entendu parler plusieurs fois. C'est un auteur majeur du champ de la phénoménologie psychiatrique. Mais Binswanger à la lumière d'une poétique du vivant. Donc, je vous disais que Jean-Philippe Pierron travaillait ces enjeux écologiques contemporains. Et du coup, on a hâte de pouvoir t'écouter sur cette thématique écologique qu'on n'a pas, moi je trouve pas encore suffisamment abordée dans le cœur même du DU. Et parfois, les masterclass, les écoles d'été permettent de repenser l'intérieur. Donc, il y a une espèce de vie du programme du DU aussi à partir de ce qui se passe autour. Donc je vais te laisser l'écran, donc j'arrête le partage et si je sais pas si tu as quelque chose à partager ou pas. J'ai une parole à partager. Oui?
Donc, Pas d'image. non, ben, parfait. Alors, ben, comment ils disent les Anglais, The floor is yours. On est très heureux de t'écouter du coup pour une, je sais pas, enfin une quarantaine, cinquantaine de minutes, comme tu veux, et de pouvoir échanger ensemble après. Je vais juste couper le micro et je me permets donc de faire ce geste un peu invasif, mais pour ceux qui ont le micro ouvert, je vous encourage à l'éteindre, sinon j'éteindrai et puis on pourra ouvrir les micros au moment de l'échange, de la discussion. Merci Jean-Philippe. Merci pour cette généreuse invitation, pour cette présentation. Qui à sa manière, cette présentation en fait, dit déjà en fait que ce que j'ai cherché en fait à proposer avec ce titre, tu n'as encore jamais vu de belette, donne-toi le temps. L'idée, c'est de reprendre cette formule, donc effectivement de Binswanger, donc extrait de son livre Mélancolie et manie, consacré à un cas mélancolique, et de la reprendre en fait comme si cette formule était un haïku, ou bien presque une expérience projective à la manière des Rorschach, justement. Et donc, je vais essayer d'expliquer en fait pourquoi. En fait, avec un tel titre, ce que je voudrais, c'est revisiter une situation clinique assez classique de la psychiatrie, en tout cas pour la psychiatrie phénoménologique, mais en la mettant en regard de l'impact qu'a aujourd'hui, dans le cadre de ce qu'on appelle la transition écologique et sociale, eh bien, l'impact qu'elle a sur les psychés notamment en fait autour de cette catégorie qui ne fait pas encore partie du DSM, je crois, et donc c'est intéressant du point de vue épistémologique qu'on appelle l'éco-anxiété, hein, et donc qui est une catégorie qui m'intéresse parce que justement elle est instable, elle est encore instable, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est une catégorie psychopathologique ou est-ce que c'est une catégorie éthico-politique? Ce qui m'intéresse, c'est que par exemple, c'est cette instabilité qui dit quelque chose justement de ce qui se joue pour les psychés dans ce moment de transition écologique et sociale. Euh, donc l'idée en fait de départ, elle est née en fait d'une observation en fait qui n'est pas de mon fait, elle est faite par de multiples acteurs. Je pense aux travaux d'Ehrenberg, je pense dans un tout autre registre aux travaux de Frank Fischbach, lui qui est plutôt un spécialiste de Marx, qui observe effectivement que aujourd'hui, qu'en même temps que la Terre brûle, et ça tombe bien que j'intervienne ce soir alors qu'il fait très très chaud en France, en même temps que la Terre brûle, les psychés brûlent. Et en fait, l'idée qui est derrière cette affirmation, c'est que on fait le constat que la culture extractiviste qui est en train d'épuiser les ressources planétaires est en même temps en train d'épuiser aussi les ressources psychiques. Et donc finalement que l'extractivisme capitaliste, en épuisant les ressources naturelles, vient aussi épuiser les psychés. Et donc, c'est cet impact-là que j'aimerais essayer de discuter hein, avec les ressources de la phénoménologie et de Binswanger et plus largement des phénoménologues. Euh, et donc, de l'explorer non pas uniquement du côté de la psychopathologie, je suis pas un expert, mais ça m'intéresserait de voir ce qu'on en dit de ce point de vue-là, mais en questionnant effectivement le fait que cette catégorie de d'éco-anxiété aujourd'hui, elle est à la fois à la frontière du psychopathologique, du statut, à la fois du côté de ce qu'on appelle les maladies de société, voire peut-être une catégorie qui est symptôme d'autre chose, c'est-à-dire une catégorie presque éthico-politique qui aurait une portée critique. Et ici, je fais allusion à l'idée que un certain nombre d'acteurs en fait qu'on veut parfois classer justement et catégoriser en les mettant du côté des éco-anxieux refusent cette catégorie en disant on n'est pas éco-anxieux, on est en éco-colère. Et donc ne nous mettez pas tout de suite comment dire sur le dos en fait des catégories psychopathologiques alors qu'il s'agit d'une résistance à ce qui en fait est en train de nous écraser, y compris du point de vue de nos ressources psychiques. Donc en fait, au-delà de ces questions, donc qui seraient, enfin, ça serait intéressant de voir comment vous les traitez d'ailleurs dans le DU, hein, et ces problématiques de classification, hein, comment on rentre, comment on sort du DSM. Hein. Mais en fait, ça serait intéressant de suivre d'ailleurs qu'est-ce qui va arriver, le destin, je veux dire, comment dire, du point de vue des logiques classificatoires de cette catégorie d'éco-anxiété. Mais donc, au-delà de ces questions de classification ou de psychopathologie, ce que je voudrais en fait plus profondément interroger, c'est ce que signifie pour un vivant humain, eh bien, penser ce qu'il est, comment il répond à la question qui il est,
à partir de ses interdépendances avec des humains, mais aussi avec des autres qu'humains, avec des milieux. C'est qu'en fait, il me semble que pour dépasser ces questions de logique classificatoire, même si elle s'impose, la question de la catégorie de l'éco-anxiété, en fait, elle renvoie, je crois plus fondamentalement, à un questionnement sur le statut du soi, de ce que, en philosophie de l'environnement, un théoricien, lecteur de Spinoza, pour le coup, en fait, qui est Arnès, appelle le soi écologique, hein, du point de vue de ce qu'il appelle l'écologie profonde, et donc un soi donc, qui prendrait la mesure en fait de l'altérité au cœur de lui-même, en fait, qui l'ouvre à d'autres que lui en lui. Donc il y a du soi-même comme un autre, mais un autre élargi à des autres qui ne seraient pas simplement des humains, mais à des autres qui seraient des autres qu'humains. Euh, et donc, penser donc, ce statut du soi écologique en se demandant, et là c'est plutôt une perche que je vous lance pour savoir si elle est pertinente ou pas, est-ce que ce soi écologique, comment le décrire, hein? Est-ce que c'est un proto-soi, hein, est-ce que c'est un soi préverbal, est-ce que c'est un soi minimal? En tous les cas, cette interrogation, elle contribue à élargir en extension et à approfondir en compréhension l'idée que nous avons de ce que c'est que le soi, si effectivement ce soi, en fait, se pense à partir d'une conscience ombilicale qui le lie à bien d'autres êtres que lui, qui sont, donc, je disais, à la fois nos généalogies humaines, mais aussi peut-être interspécifiques, pour parler comme Donna Haraway. C'était un peu le sens de la formule que j'avais utilisée un peu de façon provocatrice en parlant de je est un nous. Hein, si c'est pas, qu'est-ce que c'est que cette expression qui est d'abord effectivement une impertinence sémantique, mais qui est aussi une manière en fait de détrôner une conception autarcique du soi, hein, pour essayer justement de réintégrer une dimension d'altérité et d'interdépendance de la définition de celui-ci. Donc je fais enfin, cette proposition, donc je la fais donc, en suggérant que prendre soin du malade, mais finalement plus largement de l'humain, c'est prendre soin de son autonomie dans la conscience de ses interdépendances, donc notamment donc, avec les autres humains, les autres qu'humains et les milieux. Alors, ce qu'il faudrait noter ici, donc je ne vais pas le faire, hein, mais c'est que j'ai l'impression que du point de vue de son histoire, en fait, la psychiatrie n'a cessé de rencontrer cette question, mais pas toujours aux mêmes endroits. Je rappelle simplement quelques moments très très récents, hein, le couple, si j'ose cette formule, de Pinel avec son infirmier Jean-Baptiste Pussin. On oublie toujours Pussin, mais c'est important de lier les deux, hein. C'est qu'en fait, le mouvement donc, de la critique de l'aliénation, hein, et à partir de la contestation de l'hôpital-prison, c'est effectivement l'observation que fait Pussin que effectivement, ces malades vivent dans des milieux atrophiés. Et que un des enjeux, c'est précisément pour prendre soin en fait de ce qu'on appelle à l'époque aliéné, eh bien, de prendre soin de tous les liens qui lui permettent d'être un sujet. Alors effectivement, parce qu'effectivement, le milieu de l'hôpital-prison en est, de cette façon, une forme de caricature. Bon, on sait ce que Foucault en a fait. Mais dans un autre moment de son histoire, enfin, tout ce courant en fait qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, hein, je renvoie ici au dernier livre de Camus, La Désaliénation, en fait, où il refait, pardon, toute cette histoire, et il montre comment effectivement les liens entre le soin et l'institution bah, questionnent effectivement qu'est-ce que c'est qu'un milieu qui soutient des acteurs et le film, comment dire, consacré justement à cet espace de psychiatrie institutionnelle qui est de Nicolas Philibert là, sur l'Adamante, hein, montre très bien en fait que bah, les architectures sont soignantes, mais les milieux eux-mêmes, et donc à sa façon, le fleuve sur lequel l'Adamante est située, en fait, n'est pas qu'un espace, n'est pas qu'une situation, elle est aussi un partenaire en fait de soins. Et on pourrait rajouter encore dans l'histoire dans les quelques moments comme ça, que ce ne sont que des petites vignettes en passant, c'est intéressant d'observer que justement dans le courant de la psychiatrie institutionnelle, le Guattari, lorsqu'il publie son livre Les trois écologies, indique qu'il n'y a pas d'écologie psychique sans écologie sociale et pas d'écologie sociale sans écologie en fait environnementale. Bref, donc parce que effectivement le lieu du soin c'est un milieu. Et donc en fait c'est dans cette histoire-là, de cette façon que j'ai l'impression que penser la question de l'éco-anxiété à partir d'une réflexion sur les milieux de soins, eh bien peut peut-être être fécond et en disant que ce que vient
comment dire, surligner peut-être l'expérience de la maladie mentale, si on la pense comme si être malade, c'est avoir du mal, c'est un mal à habiter, hein, pour reprendre une thématique chère à la phénoménologie. Donc, si être mal, c'est éprouver un mal à habiter, la difficulté d'être là, hein, l'impossibilité peut-être de se tenir là, eh bien, qu'est-ce qu'il en est quand ce qui est affecté, c'est aussi les conditions générales d'habitabilité terrestre. C'est qu'en fait, quand le monde, même sur lequel en fait nous cherchons à pouvoir trouver une assise, eh bien, devient instable. Bref, si notre condition humaine c'est une condition terrestre, qu'est-ce qui se passe quand la condition terrestre, eh bien, malmène des conditions, disons, cosmologiques, en fait, qui soutiennent la possibilité d'un maintien de soi. Donc, ça, ce très long préambule, c'est donc dire finalement que questionner les milieux qui sont aliénants et atrophiés dans le moment anthropocène interroge, eh bien, effectivement, comment les existences peuvent s'y déployer, ou au contraire, comment elles y perdent éventuellement leur possibilité de s'y déployer, notamment lorsque, avec la crise de l'habitabilité terrestre, eh bien, s'éprouve ce qu'on appelle parfois la perte de l'avenir, hein, dans la pression d'une fin du monde ou du cas d'une fin d'un monde dans la catastrophe globale ou la collapsologie. Bref, ce qui est en jeu ici, c'est que finalement les cadres globaux du temps, hein, les cadres comment dire, anthropocosmiques du temps, j'emprunte cette formule à Minkowski, hein, bien comment en fait, lorsque ces cadres en fait sont altérés, donc les phénomènes d'hyperaccélération, d'hypersynchronisation globale, enfin tout ce qu'on connaît sur les sociétés à la vitesse, donc qui instaurent une confusion entre la logique de la cadence et les rythmiques personnelles. Le moment anthropocène qui altère l'idée d'une lecture du temps possible, parce que finalement il n'y aurait plus de théologie, de téléologie, parce que le temps deviendrait menaçant, un avenir menacé. Les sujets qui ont du mal à se projeter dans le temps parce que le temps serait lui-même rétréci sous ce qu'on appelle la figure de l'éco-anxiété. Enfin bref, les analyses qui disent que la crise écologique aujourd'hui, c'est en même temps une crise des sensibilités, dans une forme d'atrophie d'expérience, où telle sorte que finalement les acteurs contemporains, pour une bonne part, soit sont anxieux, soit en fait pour une part sont indifférents. Et là, en fait, on parle aujourd'hui de biais cognitifs sur cette situation. On n'arrive pas à croire ce qu'on sait. Il y a tout ce qui se dit sur les océans ces jours-ci, mais en fait, et donc cette question-là, donc elle interroge ce type de souffrance un peu particulière qui mêle à la fois un mal commis et un mal subi, en fait, qui est engagé par ce qu'on appelle transition écologique et sociale, en tout cas, ou le moment, en fait, anthropocène. Mal subi, en effet, des injustices socio-environnementales, hein, les migrations climatiques notamment, mais pas que, toutes les précarités en fait, sociales en fait, qu'on connaît en raison, en fait, effectivement, des eaux polluées, des habitats insalubres. Enfin, je ne vais pas faire la liste, on les connaît malheureusement trop. Donc, mal subi des injustices socio-environnementales, mal commis des écocides, hein, et mal psycho-existentiel, hein, qui est un mal au temps, si je puis dire, lorsque le temps n'est plus prometteur, n'est plus capable de pouvoir soutenir de nouvelles configurations de soi. Bref, lorsque, d'une certaine façon, est attaqué l'idée même de continuer de pouvoir encore oser être dans le temps. Et ici, en fait, ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon, c'est que ce qui se joue autour de ces souffrances contemporaines, qui ne sont pas nécessairement tout de suite pathologiques, je le redis, eh bien, en termes simples, ce qu'elle nous dit, c'est que l'expérience que fait l'humain souffrant, c'est que, quelle que soit d'une certaine façon les maux dont il souffre, et peut-être aussi peut-être des circonstances qui dépendent en fait de ces maux, eh bien, on pourrait dire que souffrir, c'est faire l'expérience je cite ici Jérôme Poré, c'est faire l'expérience de ne plus pouvoir continuer ainsi. C'est-à-dire, la souffrance affecterait la forme de la vie dans son ensemble. Elle apparaîtrait donc comme une altération de la temporalité. Et donc, l'idée, c'est de se demander dans quelle mesure, ben, effectivement, la situation en fait éco-sociologique, éco-sociale que nous vivons aujourd'hui, eh bien, dans quelle mesure on peut la penser comme une altération de la temporalité, c'est-à-dire en fait comme une attaque de l'expérience du temps vécu à la fois autour des problématiques du rythme, hein, des rythmes, des micro-rythmes personnels, des mésorhythmes sociaux, hein,
autour des logiques de l'accélération, voire des macro-rythmes cosmiques, la question de la saisonnalité, enfin du temps de l'almanach, hein, ça fait un petit peu vieille France jardinière. Mais en fait, on voit très très bien que cette problématique du planning versus l'almanach, hein, en fait, c'est deux logiques en fait du temps en fait qui s'y opposent radicalement. Enfin, le temps ramené à l'espace, pour parler comme Bergson, qui est le temps du planning, hein, versus un temps ultra qualifié, le temps de la durée au fond, dont l'almanach à sa manière est l'expression rythmique. Bref, donc dire ça, donc c'est dire que les contemporains que nous sommes, plus ou moins malades, de cette façon, vivent d'un coup psychique la polycrise écologique et qui est peut-être du côté de ces souffrances psychiques, peut-être que c'est en creux une manière de dire ce que pourrait, à contrario, être des relations joueuses, joyeuses, des relations de retentissement, que dirait Minkowski, donc joyeuses et joueuses ben, du monde, enfin, des relations réussies, en fait, du sujet ou du soi avec son milieu. Bref, si nous vivons des atrophies de notre expérience, que seraient, au contraire, des expériences enrichies de nos milieux qui soutiendraient, qui permettraient d'éprouver des formes de coïncidence de soi à soi, mais de soi avec le monde, heureuse, en tout cas relativement satisfaisante. Et dans quelle mesure, mais justement, l'expérience du vivant, des vivants, dans la double dimension de leur vivacité, la vivacité de la belette, et de leur vitalité, la suscitation de la vie en nous, eh bien, peuvent y contribuer. Alors, c'est très long préambule. Je m'aperçois que je suis très long, en fait. Le- En fait, une façon finalement d'inviter à relire donc, une situation clinique classique donc, pour le psychiatre phénoménologue, donc, qui est rapporté par Binswanger et qui, en fait, qui interrogeait hein, comment, donc, dans la dynamique du mélancolique, la rencontre d'un vivant vient travailler en lui non seulement son statut de vivant parmi les vivants, donc le vivant dans sa dimension de Zoé, pour le dire comme ça, mais vient aussi travailler aussi en lui sa dimension de vivant en tant qu'existant, hein, la dimension du bios, pour le parler ainsi. C'est que finalement, les deux dimensions comptent hein, dans la description clinique que va faire Binswanger, puisque ce qui se joue ici, c'est que comment le fait de rencontrer un vivant c'est la question de qu'est-ce qu'on rencontre quand on rencontre un vivant. Eh bien, rencontrer un vivant, eh bien, c'est un fait, mais c'est un fait qui nous fait. En tout cas, ça nous fait existants. Et donc, si la mélancolie est une maladie de l'impossibilité d'être au temps, comme dans la suspension du temps, que je voudrais ici mettre en parallèle justement avec ce temps suspendu de l'avenir menacé par la situation en fait anxiogène du moment anthropocène, eh bien comment l'irruption contingente dans ce milieu imprévisible, donc l'irruption comment dire non reproductible d'une figure de vivant possible, ici la belette, hein, eh bien comment cette irruption peut-elle faire événement? Et ici, effectivement, la belette, ce n'est pas simplement un signifiant, hein, au sens lacanien du terme. Hein, ce n'est pas le signifiant belette, ce n'est pas un enjeu langagier, hein, c'est un enjeu corporel, enfin, qui mobilise le vivant que je suis dans ses relations avec d'autres vivants et qui peut faire effectivement événement en renouvelant le sens de notre présence et la tonalité de notre expérience rendue à son cours et à sa vitalité. Alors, je vais revenir dans quelques instants plus précisément sur cette situation clinique qu'évoque Binswanger, mais je proposerais, en fait, puisque je ne suis pas moi-même clinicien, de considérer que le récit que fait Binswanger en rapportant les dires donc, de Bruno Brandt, hein, donc un universitaire lui aussi, donc en rapportant ces mots, tu n'as jamais vu une belette, donne-toi le temps. Donc je proposerais donc de considérer cette proposition, enfin, ce récit, ce micro-récit que fait Binswanger, eh bien, le considérer comme une faille poétique. En tout cas, comme une faille qui puiserait à la même source que ce que travaille une poétique du vivant. Et donc, de cette manière, en suggérant que c'est le rôle de l'imagination et de la métaphore vive et active qui est engagé ici et qui se livre à la fois dans l'expression de Brandt ou dans ce que se trouve aussi dans le langage des poètes.
Une précaution s'impose toutefois. En disant cela, je ne veux pas, enfin, je ne veux ni ignorer la douleur de la maladie mentale, ni faire l'apologie d'un nouveau dolorisme, hein, qui serait la porte d'entrée vers des failles fécondes, ni faire de la maladie la source pure d'une expérience elle-même euh, purifiée des conventions sociales à la façon d'un Deleuze, pour le dire comme ça. Donc ne pas en faire une expérience radicale exemplaire, mais je voudrais tenter de mettre au jour, pour s'engage dans cette expérience traumatique, une dimension qui peut ne pas être que traumatique. C'est une expérience traumatique, mais qui porte une dimension qui peut ne pas être que traumatique, qui peut être, je réutilise cette expression, poétique. C'est-à-dire qui restituerait le sujet à sa capacité de pleine présence poétique au monde, expérience donc en ce sens-là radicale. C'est pour ça que donc, je me permettrai, donc, pour commencer ici, donc, de rapprocher ce mot de Brandt. Donc, tu n'as jamais vu de belette, donne-toi le temps, avec la prose poétique d'un poète contemporain qui est Gustave Roux, un poète donc suisse, dont on vient de rééditer les œuvres complètes, les éditions Zoé, dans un petit recueil qui a lui-même une dimension mélancolique, hein, qui s'intitule Requiem. Roux, ça s'écrit R-O-U-D. Et donc, dans ce recueil, dans ce recueil intitulé donc, Requiem, il rapporte en fait l'expérience poétique et du travail en imagination à la temporalité d'une présence en connivence avec le vivant. Alors, l'exemple qu'il prend, lui, c'est pas une belette, c'est celle d'un oiseau. Euh, et plus précisément, en fait, d'une alouette. Et je cite ici donc Gustave Roux, donc dans Requiem, page 93-95, il écrit ceci, hein, et donc c'est intéressant de l'entendre en contre-champ, j'allais dire, de la formule de Bieswanger, hein. Je crois, dit-il, donc je cite, je crois que seuls certains états extrêmes de l'âme et du corps, la fatigue, au bord de l'anéantissement, la maladie, l'invasion du cœur par une subite souffrance maintenue à son paroxysme, peuvent rendre à l'homme sa vraie puissance d'ouïe et de regard. Il s'agit là de l'instant suprême aussi où l'homme sent crouler sa risible royauté intérieure, et tremble et cède aux appels d'un ailleurs indubitable. Le poète, parce qu'il commente un autre poète, le poète Eichendorff, dans un poème à sa fille morte, lui parle des alouettes qui chantent au-dessus de sa promenade désolée. Sans ces larmes, le poète aurait-il entendu le chant, non le message, enfin, non, pardon, sans ces larmes, le poète aurait entendu le chant, non le message des alouettes. C'est au prix de toute la torture de son deuil qu'il a connu le secret terrible des oiseaux. Et donc, dans cette proposition, ce qui est en jeu, c'est comment, de cette façon, cette expérience-là, de sa propre vulnérabilité, au fond, euh, marquée aussi par le fait que l'expérience du deuil de sa fille est marquée par le vertige, comment dire, du langage, hein. Je ne sais pas si vous connaissez il y a un dictionnaire moi qui aime beaucoup, qui s'intitule le dictionnaire des mots manquants, hein, qui a été, enfin, qui est un dictionnaire collectif dirigé par Belinda Cannon. Et dans le dictionnaire des mots manquants, donc c'est un dictionnaire des mots qui manquent dans la langue française pour exprimer un certain nombre de situations. Et l'idée de ce dictionnaire lui est venue à partir en fait du constat qu'il n'y a pas de mots dans la langue française pour dire qui on a perdu quand on a perdu un enfant, hein. On n'est pas veuf, hein, hein. On n'est pas, comment dire, on n'est pas désenfanté. Bref, il y a un trou de la langue, hein, qui est ici engagé. Et ce trou-là pose la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et au fond, l'idée que je voudrais ici soutenir, c'est que précisément ce trou-là, eh bien, c'est le trou d'une forme de disponibilité à d'autres formes possibles de relations. Euh, et donc, c'est cette idée-là des larmes qui peuvent permettre d'entendre effectivement un message là où il n'y aurait qu'un chant.
Alors, pour essayer maintenant d'argumenter un peu plus simplement ce qui n'est qu'ici qu'un rapprochement analogique, hein, je voudrais en fait euh, donc essayer de le faire l'expliciter en trois temps. Donc, c'est-à-dire effectivement questionner qu'est-ce que c'est que ce soi écologique qui fait l'expérience effectivement d'être affecté dans sa propre histoire par la présence d'autres vivants que des vivants humains, par des vivants humains aussi, mais d'autres présences que des vivants humains. Alors pour le faire, donc je le ferai en trois temps. Dans un premier temps, je voudrais d'abord m'arrêter euh, un petit moment sur effectivement ce qui se joue autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, hein, réinterroger un tout petit peu voilà, ce qui se déploie là. Dans un second temps, je voudrais m'arrêter sur comment effectivement la question de la rencontre d'un vivant autre qu'humain, euh, cette question en fait permet de revisiter, de réinterroger la problématique de la question de l'ouverture à laquelle la psychiatrie est souvent confrontée lorsqu'elle veut accompagner en fait des personnes qui sont indurées, je veux dire, dans leur douleur et leur souffrance, et en essayant d'interroger comment l'expérience du vivant animal n'est pas tout à fait la même que celle que suggère l'expérience de la vitalité de l'œuvre d'art. Donc questionner à quel endroit, de certaine façon, la suscitation en fait par de l'altérité, mais ici non pas l'altérité d'une œuvre d'art, mais l'altérité d'une forme de vie non humaine, eh bien, qu'est-ce qui la caractérise? En quel sens, autrement dit, la vivacité animale, c'est pas la vitalité de l'œuvre d'art. Je voudrais m'arrêter un petit moment là-dessus en observant comment la catégorie de vivant est de ce point de vue-là très polysémique. Et puis je conclurai dans un troisième temps sur les liens possibles entre une poétique du vivant et des enjeux pour la clinique. Hein, si j'arrive à tenir à peu près le temps, mais je vais essayer. Euh, donc, je repars donc d'abord d'une remarque générale donc sur effectivement ce qui a initié en fait la proposition que je fais ce soir, c'est effectivement la mise en avant en fait qui revient enfin, en permanence aujourd'hui sur l'idée que la crise écologique, c'est une crise en même temps de l'extinction massive des espèces vivantes en dehors de nous, mais c'est aussi une extinction massive d'un certain nombre d'expériences, de savoirs, d'expériences que nous avions de nos relations avec nos milieux et avec les formes de vie non humaines. Et donc, bref, ce qui disparaît en même temps que la biodiversité, c'est aussi une sociodiversité. Et que, en même temps que cette sociodiversité disparaît, eh bien, est affectée aussi eh bien, la sensibilité des subjectivités, bref, qu'elles s'en trouvent blessées. Alors, c'est une longue histoire, là aussi, je vais pas la refaire hein, ici, mais c'est une longue histoire dont je rappelle qu'elle a été notamment pas mal thématisée par les penseurs de l'école de Francfort, hein, en particulier. Je pense à Adorno en particulier, enfin, on va dire de Adorno, si on prend les premiers théoriciens de la réification, d'un côté jusqu'à aujourd'hui quelqu'un comme Arthur Rosa, en fait, on a un continuum hein, avec une différence entre les deux, c'est que le premier pense l'atrophie des expériences en fait que produit le capitalisme industriel, là où Rosa pense aujourd'hui les atrophies de l'expérience que produit le capitalisme financier. Donc les choses ont changé, les phénomènes de globalisation ont changé, les types de production d'économie ont changé, mais puisqu'ils sont tous les deux des théoriciens de l'école de Francfort, ce qui est assez frappant, c'est que à la fois ils sont très nourris de leur discussion avec les impacts psychiques que le capitalisme a sur les subjectivités, hein, comment dire, ce que Adorno a appelé l'atrophie de l'expérience. Hein. Et en fait, cette atrophie d'expérience, c'est ce qu'il appelle l'anesthésie. Hein. C'est qu'en fait, une anesthésie, ça n'est pas ne pas souffrir, c'est oublier qu'on souffre. Et comment, au fond, les formes
du capitalisme industriel, c'est de produire des formes de souffrance anesthésiées, de telle sorte que les acteurs, en fait, sont parfaitement aliénés du monde dans lequel ils sont. Rosa, en fait, reprolonge ça à partir des expériences, en fait, du temps. Bref, donc ce que ça dit, c'est qu'effectivement, il y a une question qui est ici difficile, qui est la question de, enfin, c'est la question déjà que soulevait Freud, hein, qui est la question de, est-ce qu'on peut parler de maladie de civilisation, de maladie psychique de civilisation, hein, et donc, lorsque Freud écrivait malaise dans la civilisation, toute la question c'est, est-ce que c'est une catégorie qui est métaphorique? Est-ce que c'est une catégorie psychopathologique ou est-ce que c'est une catégorie de dénonciation critique, enfin, critique, avec une critique politique? En tous les cas, donc ce qu'on peut noter ici, c'est que de fait, quand on parle aujourd'hui de polycrise écologique, la polycrise écologique, c'est une crise des ressources extérieures, donc les ressources non renouvelables, mais aussi, donc je disais en commençant, une critique des ressources psychiques, donc qui pose la question du coût psychique d'attitudes non soigneuses à l'égard de nos milieux. Hein, ce qu'on pourrait appeler des externalités négatives, c'est qu'en fait, le prix à payer pour avoir un capitalisme extractiviste, hein, qui extrait de tout, hein, qui extrait des ressources naturelles, qui extrait de la force psychique, qui extrait des datas aujourd'hui, eh bien, ce coût à payer, eh bien, il se paye cher puisqu'il attaque, hein, le fond silencieux de nos appartenances vitales, sans lesquelles pourtant nous saurions être. Hein. Et donc on pourrait dire ça en déformant la formule de Bichat, hein, si la santé c'est le silence des corps ou des organes, hein, eh bien aujourd'hui ces corps ben, font du bruit lorsqu'ils sont affectés justement par ces pratiques extractivistes multi-azimuts et multiviolentes. Bref, si donc la crise écologique, c'est aussi cette crise de l'habité terrestre, comme je disais tout à l'heure aussi, et donc comme elle attaque la difficulté qu'on a de nous tenir là, et pourquoi elle l'attaque et comment elle l'attaque? Eh bien, elle l'attaque par des processus de déterritorialisation, hein, la gestion modélisée du monde. Nous vivons à travers des modèles. Hein, nous n'habitons plus le monde, mais nous le modélisons. Hein. C'est la formule de Merleau-Ponty. Hein. La science manipule le monde, elle renonce à l'habiter. Ben, de cette façon, nous sommes allés plus loin que ça. Nous vivons à travers des modélisations du monde, hein, les tableurs Excel, la gouvernance par les indicateurs, enfin tout ça. Donc, phénomène donc, de déterritorialisation, les modèles, phénomène de détemporalisation, hein, l'hypersynchronisation de l'accélération, et on pourrait dire ces enjeux qui se situent sur le plan ontique, hein, pour parler la langue d'Heidegger, donc, affectent effectivement nos interdépendances avec l'ensemble des vivants, mais sur le plan ontologique, elle affecte aussi notre être autant. Alors, dans ce cadre-là, l'éco-anxiété, comment la décrire? Euh, Parce qu'effectivement, on pourrait se contenter d'une analogie en disant qu'il y aurait une certaine porosité entre le climat, hein, et la climatique intérieure. Hein. Comment le temps qu'il fait en dehors de moi est un temps qui me fait. Hein. Mais de cette façon, cette lecture-là, enfin cette analogie, en fait, alors elle peut être bah, stimulante comme analogie, mais on peut aussi, plutôt que la traiter comme une analogie, la traiter sur un mode très mécaniste. Et cette approche, donc, c'est celle du positivisme mécaniste, qui consisterait à dire une biographie s'explique par son contexte, et de cette façon, lorsque son contexte est altéré, eh bien, de cette façon, de façon mécanique, elle a, comment dire, elle altère bah, le vivant que je suis, parce qu'elle altère, comment dire, les conditions même de sa vitalité de vivant. C'est l'idée de ce qu'on pourrait appeler le facteur environnemental. Hein. Et donc, en fait, on est devant effectivement une vraie question, c'est que est-ce que pour nous, l'environnement, pour ça que j'ai parlé plutôt de milieu d'ailleurs que d'environnement, est-ce que pour nous, l'environnement, c'est un facteur, comme il y aurait un facteur démographique ou un facteur, comment dire, euh, de taux de diabète. Hein. Donc, est-ce que c'est un facteur ou est-ce que c'est une condition d'existence? Hein. Je plaiderais plutôt en fait pour cette seconde euh, euh, option. Euh, mais effectivement, si on dit cela, alors effectivement, il faut se garder peut-être de trop vite, je le disais tout à l'heure déjà, de trop vite
ramener la question de l'éco-anxiété et plus largement encore la question de l'éco-psychologie. Alors là, ce sont des problèmes effectivement d'épistémologie, les ramener trop vite donc à des catégories de psychopathologie. Pourquoi en fait se garder de le faire trop vite? Parce que effectivement, ce qui est ici en discussion, c'est de se demander si effectivement, est-ce que l'éco-anxiété cherche à décrire des psychés qui souffriraient de maux particuliers qu'on pourrait en fait, dont on pourrait établir la constellation. Bref, est-ce que l'éco-anxiété c'est un trouble psychique dont on pourrait donc décrire le profil, ou est-ce que l'éco-anxiété c'est d'abord un trouble du langage? C'est-à-dire qu'en fait, une- le mal que nous avons à nommer la situation fait que nous inventons un mot qui tente de dire le fait que nous ne savons pas trop à quoi on a affaire. Ce que je veux dire par là, c'est que la venue au langage d'une nouvelle catégorie, elle est l'expression d'une instabilité qu'on peut ne pas vouloir trop vite catégoriser en y cherchant à habiter précisément ce trouble, parce que ce trouble, il est peut-être à la frontière justement entre du psychopathologique et de la dimension éthico-politique, hein. C'est ce que porte en germe l'idée de maladie de société, telle que l'a thématisé Alain Ehrenberg en particulier. Pour le dire comme ça, de façon un peu brutale, on pourra en discuter, hein. Quand on parle aujourd'hui de burn-out militant chez les militants écologistes en particulier, quand on parle de l'épuisement de ceux-ci, ça pose la question de qui sont les malades, hein. Les malades sont-ils ceux en fait qui s'inquiètent de la situation présente, ou les malades sont-ils les indifférents, hein? Les malades sont-ils ceux qui sont épuisés par ce système, dans la fatigue d'être soi, dont parlait Ehrenberg, hein, ou ceux qui se maintiennent dans ce monde à coup de suradaptation, hein, d'excitation, de médication. Bref, où est enfin, la question? C'est pour ça que la catégorie d'éco-anxiété versus l'éco-colère, elle force à interroger l'idée que effectivement on est à la frontière entre du psychique et finalement de l'idéologique, pour le dire, pour utiliser un grand mot. Mais ce qui me semble, en tout cas, ce qui me semble intéressant, c'était un peu le sens de ma référence à l'école de Francfort en commençant cette première partie, c'est que, en tout cas, ce type de souffrance, qu'elle soit éco-colère ou qu'elle soit éco-anxiété, manifeste, c'est que une partie, effectivement, de nos psychés sont euh, 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 produites par ce que travaillent nos sociétés, par ce qu'elles nous invitent à faire. Et dans une société comme les nôtres, qui sont des sociétés de la maîtrise, du contrôle, de la gestion, hein, qui font du modèle gestionnaire le modèle général appliqué à toutes les dimensions de nos existences, hein, le modèle de l'entrepreneur de soi, hein, d'une certaine façon. Eh bien, ce modèle de la gestion généralisée, on gère tout, hein, ses affects, sa sexualité, son portefeuille de Bitcoin, etc. Eh bien, ce modèle gestionnaire, en fait, il fonctionne, pour être parfaitement efficace, il fonctionne à une condition, c'est effectivement d'être dans une totale maîtrise, qui est précisément le contrôle de toute forme de surprise. Ça fonctionne s'il n'y a pas de surprise. Et donc, finalement, le seul monde qu'on peut vraiment maîtriser, c'est un monde mort. Et on pourrait dire que peut-être qu'une société de l'hyper-contrôle, c'est une société hyper réifiée, qui est soutenue par une pulsion de mort, hein, de telle sorte qu'on certains aujourd'hui parlent à ce titre, en fait, aujourd'hui, de la situation contemporaine comme étant un nécro-capitalisme, hein, dans lequel, effectivement, tout événement qui arrive n'est pas un événement désirable, mais au contraire un événement indésirable, hein. Et ici, j'utilise cette expression un peu comme un clin d'œil, tant on voit dans nos institutions et dans les institutions hospitalières en particulier, l'idée que l'événement n'est plus du tout désirable, hein. Il est toujours du côté comment dire, de ce qui échapperait à cette logique générale en fait du contrôle. Alors, dire ça, donc ça pose la question, effectivement, de comment dans un monde, comment dire, ultra rationalisé et contrôlé, donc qui finit par confondre ces modèles avec les réalités qu'il modélise, hein, c'est ça le problème de la réification, hein, c'est que nous prenons les modèles du monde pour le monde, hein. Eh bien, dans ces modélisations, quelle place pour la contingence vitale, quelle place en fait pour la surprise, pour l'inattendu. Bref, euh, et c'est là que la question de la belette arrive, hein.
où sont les belettes dans nos institutions, si je puis dire. Hein, bon, je finirai tout à l'heure par cela, hein, mais dans le livre de Jean Naudin, donc consacré à Don Quichotte et à la question de la salive, hein, il a une petite formule que je trouve assez, que je trouve importante en fait sur la question du caractère décisif de ce qu'il accorde à ce qu'il appelle le hasard. En disant, il a cette formule, je le cite, hein, la chose dont nous avons le plus besoin dans la constitution et la participation à la réalité, c'est le hasard. On dit du hasard, dit-il, je cite encore, hein, on dit du hasard qu'il fait bien les choses lorsque nous nous étonnons qu'une circonstance tourne subitement à notre avantage alors qu'elle nous était jusqu'alors indifférente. Nous disons aussi, je cite, je continue toujours de le citer, nous disons toujours aussi, pour dire notre étonnement, il n'y a pas de hasard. Articulé au réel et à la joie de vivre de façon dynamique, le hasard que l'on nie est, pour la libre vérité, la condition de félicité du quotidien. Bien, cette question-là, donc comment on fait pour cultiver le hasard, au fond, dans nos organisations, dans nos existences? Et l'histoire de la belette, c'est cette question-là. Hein. C'est effectivement comment euh, euh, faire en sorte qu'il puisse encore y avoir une expérience sauvage, hein, du monde, pensée comme alors, une expérience sauvage du monde en dehors de nous, mais aussi peut-être du sauvage en nous, entendu comme expérience de l'inattendu, euh, en disant de cette façon que précisément ce qui va arriver à Bruno Brandt dans l'expérience de l'inattendu, lui qui vit l'expérience mélancolique, c'est précisément une expérience de l'inattendu. La caractéristique de Brandt, alors là je parle sous votre contrôle, hein, c'est en fait que si on lui met le diagnostic d'abord de mélancolique, mais enfin, je sais, enfin, c'est intéressant aussi d'interroger ce qui se passe enfin, avec cette catégorie de mélancolie, hein, qui, je ne sais plus, je crois qu'on me dit que dans le DSM-5, on n'utilise plus tout à fait cette catégorie. Hein, donc c'est, enfin bref, il faudrait, hein, il y a la question des troubles de l'humeur, enfin il faudrait faire l'histoire là aussi de cette catégorie, mais bon, je laisse ça de côté. Mais disons, il est pour Bieswanger en fait qualifié en fait dans une situation d'existence qui est la mélancolie. Au fond, la mélancolie, qu'est-ce que c'est je crois que c'est Minkowski qui parlait de cela comme ça, c'est une maladie du temps. Hein. Et c'est de ne plus pouvoir faire de projet. Mais on pourrait le. Et donc, je renvoie ici au très beau livre de Jérôme Poré sur ce qu'il appelle l'espérance mélancolique, hein, qui est consacré à tout cela. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait dans la mélancolie? Eh bien, c'est c'est s'attendre à rien. Mais s'attendre à rien, c'est pas ne rien attendre. Alors là, c'est une petite distinction, hein, mais, mais ça veut dire quoi? Et donc là, je reprends ici une analyse justement de Jérôme Poré. Hein. Au fond, le temps de l'attente, c'est le temps du projet. Ce qui est suspendu de la mélancolie, c'est la possibilité du projet. Mais l'expérience, mais ne rien, enfin, s'attendre à rien, c'est ne plus faire de projet. Mais c'est pas ne rien attendre. Donc ça veut dire qu'il y a dans l'expérience de la mélancolie une expérience du temps plus profonde que le temps du projet, qui est la temporalité effectivement originelle de ce que signifie pour nous être là. Autrement dit, dans l'expérience en fait de Brandt, qu'est-ce qui est en discussion? C'est effectivement l'idée qu'il ne fait pas de projet, mais il est restitué par l'expérience en fait de la rencontre de cette belette à une temporalité originaire qui est celle en fait de la temporalité du vivant. De fait, qu'est-ce qui se passe en fait dans le cas Bruno Brandt, hein, il a l'intention de se pendre avec ses bretelles hein, dans la forêt et au cours de ses préparatifs, donc il aperçoit une belette et bon, il dit voilà, j'ai jamais vu de belette, donne-toi le temps. Et puis il attend quelques minutes en regardant cette-ci et il observe et il constate que son intention suicidaire n'est plus pressante. Il remet ses bretelles, il retourne à la clinique et il va poursuivre en fait son analyse avec Binswanger. Et là, ce que observe Binswanger, c'est que
pour la première fois depuis longtemps dans la vie de Bruno Brandt, quelque chose a réussi à captiver. Est-ce que c'est d'ailleurs, est-ce que c'est peut-être un peu plus intéressant de dire captiver que capter l'attention du malade et lui a fourni un point d'ancrage euh, qui lui permet d'exister à nouveau. Or, au fond, ce point d'ancrage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est la question? Bref, comment l'animal a-t-il pu jouer ce rôle libérateur? Eh bien, de cette façon, on pourrait faire l'hypothèse qu'il y a eu ici une expérience, celle de l'ouverture, hein, j'ose ce mot en fait sursaturé en psychiatrie phénoménologique, mais l'ouverture à l'intérieur même du présent absolu de sa souffrance mélancolique, ben, d'une attente incertaine et indéterminée. Quelque chose pourrait encore arriver alors que je ne fais plus de projet. Bref, l'ouverture de l'attente n'est pas la même chose que l'ouverture du projet. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qui nous rend vivants, finalement, qui se donne là. Et peut-être à ce moment, peut-être je vais m'arrêter, je ne sais pas si je m'arrête là, ou je dis simplement enfin, sur ma deuxième partie, je voudrais dire parce que je m'aperçois que j'ai trop préparé en fait, mais je voudrais peut-être dire simplement une petite chose sur la différence entre la vivacité animale et la vitalité de l'œuvre d'art, en disant peut-être justement qu'est-ce qui peut-être fait la différence hein, entre les deux. euh, alors, c'est une question que bon, je vais être obligé je vais dire ça très vite, donc sans doute trop vite. Mais à moins que je m'arrête là, je sais pas, qu'est-ce que tu penses qui est mieux? Monsieur Pierron, vraiment, je pense qu'on a le format idéal pour oser déborder un peu. Si tout le monde est d'accord, je pense qu'on peut s'autoriser à pas coller, surtout par rapport à ce qu'on énonce ici. Vraiment, prenons un peu de liberté et on s'adapte D'accord, ou on tord un peu la temporalité à venir, non? d'accord. Bon, ok, mais je ne vais pas en abuser, hein. Non, mais c'est D'accord. super, on est captivé. Merci, On est captivé, donc c'est bon. d'accord, merci, merci, bien vu. Euh, voilà. Et donc, en fait, effectivement, donc, effectivement, ce qui est en jeu ici, c'est donc comment un vivant non humain fait événement pour une existence humaine et la rend vivante. Et donc, cette question, elle a bien sûr déjà été éminemment traitée auparavant, mais de façon, enfin, elle a déjà été traitée, et là, elle a été traitée aussi en décalé, je pense aux travaux de Maldinet notamment, hein, mais et je suis toujours, enfin, je suis assez frappé du fait que Maldinet n'ait pas voulu en fait aller du côté de la question de l'animal, hein, et soit plutôt aller du côté de la question de l'œuvre d'art en fond, hein. Enfin bon, la question de l'architecture, mais la peinture, la question de la poésie, principalement. Et en fait, ce qui me paraît intéressant à creuser ici, c'est que il y a une proximité entre les formes vitales animales et les formes artistiques euh, qui tient au fait que toutes les deux eh bien, sont marquées par le fait qu'elles résistent au souci de trop vite, enfin, au souci qu'on a de vouloir trop vite y découvrir un sens. C'est alors, Goethe avait beaucoup insisté là-dessus, mais moi je vais ici plutôt reprendre un peu mon classique kantien, hein, le Kant de la critique de la faculté de juger, hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux parties de cette critique, il met en parallèle d'un côté les formes du vivant végétal ou animal, hein, et de l'autre côté le statut des œuvres d'art. Non, il commence par d'abord l'art, et puis ensuite la question en fait des vivants. Il dit en fait tous les deux, ce qui les caractérise, c'est que ils ont en commun le fait qu'ils portent une dimension de régularité. C'est-à-dire, en fait, dans le langage de Kant, ils sont porteurs d'une finalité. C'est que tout se passe comme si, enfin, on s'aperçoit quand on voit un vivant, une plante, un animal, ou quand on observe un tableau, ou on lit, ou une musique, ou quand on écoute une musique, en fait,
on a l'impression, il y a bien des règles, hein. Mais comme dit Kant, hein, il y a des règles, donc il y a des règles, mais quelles sont ces règles qui ne sont pas que des règles techniques, hein? Donc c'est la question donc d'une finalité sans fin, pour parler comme Kant. Donc la question que suggère le vivant animal ou végétal, donc la vivacité du vivant, si je puis dire, et la vitalité d'une œuvre d'art, c'est le fait qu'effectivement, dans leur régularité, elles sont porteuses d'une forme qui a qui fait comme s'il y avait une finalité. Sauf que, ben, quelle est la finalité du vivant? Donc, il n'est pas fait pour rien, il n'est pas fait par hasard, pour le coup, entre guillemets. Ben, tout se passe comme s'il n'était pas fait par hasard, mais on ne sait pas pourquoi il est fait. Donc c'est tout le problème donc des formes en fait de vie organisée. Et d'une certaine façon, ce qui nous désarçonne par rapport à l'œuvre d'art, c'est ça aussi. C'est qu'elle n'est pas faite n'importe comment, mais à quoi ça sert? On ne peut pas répondre à cette question, ça serait ridicule. C'est qu'en fait, il y a une suspension de la finalité. Donc, de ce point de vue, l'œuvre d'art et le vivant ont en commun cette idée qu'effectivement, on a affaire à des formes qui sont régulières. Mais la différence entre les deux, c'est que dans le cas de l'œuvre d'art, cette régularité, elle est intentionnelle, alors que il y a bien un artiste quelque part quand même. Euh, Comme disait Kant, hein, par le génie, la nature donne ses règles à l'art. Autrement dit, l'artiste, il porte une intention, même si il ne déploie pas mécaniquement un programme. Alors que la question de l'intentionnalité, lorsqu'il s'agit de la nature, eh bien, c'est une intentionnalité inconsciente. En tout cas, nous ne sommes pas des animistes hein, de ce point de vue-là. Alors, ça pose cette question aussi, en tout cas, d'une intentionnalité suspendue, en tout cas, lorsqu'il s'agit de la question en fait, du vivant non humain. Le deuxième trait différent, c'est que la, l'intentionnalité, la régularité dans une œuvre d'art, elle est concentrée hein, dans la forme spécifique que prend une composition musicale ou picturale, alors que cette forme, elle se disperse, elle s'étend dans le déploiement des formes de vie ici. Et enfin, un troisième trait, dans l'œuvre d'art, elle est signifiante. C'est qu'en fait, le projet d'une œuvre d'art, c'est de porter un monde, sinon une interprétation totale du monde. Euh, euh, Alors que dans le cadre de l'expérience du vivant animal, enfin du vivant non humain, enfin, mais c'est vrai aussi pour le vivant humain, eh bien, cette signifiance, elle n'est pas exprimée autrement que par son corps. Et donc, finalement, je n'y ai accès que de corps à corps, si l'on peut dire. Euh, donc, on pourrait dire, voilà, il y a ça. Mais en même temps, maintenant, si on veut aller du côté de la différence en valeur, enfin, en faveur en fait, de l'œuvre d'art, de l'autre côté, le vivant humain, enfin, le vivant dans sa dimension de vivacité, ben, quels sont ses traits? Ben, il y en a quatre qui me semblent intéressants et stimulants. Eh bien, il y a la question justement du fait que le vivant, c'est d'abord une catégorie métaphorique euh, qui a à voir avec la question de la contingence et le hasard. C'est qu'au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivant, euh, il y a il y a des festivals qui s'appellent aujourd'hui Agir pour le vivant. On voit, la catégorie du vivant, on la mobilise un peu partout aujourd'hui, mais on la mobilise, je trouve, essentiellement comme une catégorie métaphorique qui résiste aux métaphores mécanistes. Je veux le dire comme ça, enfin, une bonne partie des métaphores qui disent le monde contemporain sont des métaphores de la machine, la grille d'acier dont parlait Max Weber, eh bien, au fond, les formes du vivant, ce sont des métaphores organiques qui, elles, mettent l'accent sur la contingence, le hasard, dont je parlais il y a quelques instants, ou la possibilité, justement, de, de ce qui fait, de ce qui fait sursaut. Le deuxième trait du vivant, c'est qu'il encourage une forme de communion symbiotique, préverbale, hein, et donc une forme de présence, de coprésence corporelle avant une communauté symbolique, hein. Je reprends ici une distinction d'Erwin Strauss en particulier, hein, en disant au fond que la présence du vivant, elle est une communion symbolique, symbiotique, avant la communauté symbolique. Le troisième trait, en fait, et donc le troisième trait du vivant, c'est son individuation, hein.
son individuation, c'est-à-dire que non reproductible. Hein. Donc ici, je distinguerais donc l'individué de l'individualisé. Hein. Le capitalisme contemporain est capable de produire des services et des biens individualisés, un t-shirt à mon nom, euh, ou un album photo, comment dire, à mon nom aussi. Mais au fond, donc, le vivant, il est marqué par une forme d'individuation non reproductible, hein, et donc liée à sa dimension d'événementialité. Et puis, quatrième trait, le vivant, il est vivace. Hein, donc, autrement dit, il résiste justement à la morbidité. Et donc, ces quatre traits, on pourrait dire que c'est ça qui apparaît dans l'épisode de la belette. Hein. Il y a du hasard, la contingence, premier trait. Il y a une forme de communion symbiotique. Qu'est-ce qui fait cet être-là dans ma vie? Je suis en coprésence avec lui. C'est individuant parce qu'effectivement, on peut pas, ça se téléguide pas, une belette. Et donc, il y a une situation en fait qui est, c'est là la dimension d'événementialité. Et puis de fait, elle rend à une temporalité profonde celle de la vivacité, hein, qui résiste à la mort. Bref, et je m'arrête là vraiment. Eh bien, au fond, si on met l'accent enfin, sur cette dimension, euh, alors peut-être effectivement que ces quatre traits eh bien, nous disent qu'effectivement, les vivants nous rendent aux vivants, en nous et en dehors de nous, et nous redisent, je finirai sur cette formule, alors je finirai sur deux formules, comme ça sera des raccourcis, on pourra les discuter. Hein. Au fond, l'expérience donc de la belette, elle nous rappelle ce tissu dont nous sommes issus. Hein. Euh, je cite ici donc c'est un psychanalyste dans les approches d'approche systémique, hein, qui s'appelait André Ruffiot. Hein. Hein, il parlait du tissu dont nous sommes issus pour dire effectivement que nos subjectivités en fait sont entremêlées avec les histoires en fait de bien d'autres êtres que nous. Et une seconde citation, en fait, que j'emprunte à la philosophe de la biologie Donna Haraway, en fait, qui invite à penser ce qu'elle appelle des généalogies multispécifiques, pour dire effectivement que nos histoires humaines ben, sont tissées avec bien d'autres histoires que nos seules généalogies d'humains, et que on aurait peut-être intérêt à leur faire hospitalité, bref, comme on peut faire hospitalité aux belettes, aux alouettes. Donc merci de votre écoute. Je suis désolé d'avoir été un petit peu trop long. Et puis voilà, tout ceci est bien sûr est fait pour être discuté et disputé. Merci beaucoup, c'était passionnant. Et, euh, Michel m'écrivait pendant ce temps que c'était effectivement complètement en écho et complémentaire avec ce qu'on avait pu discuter avec Jean Audin. Peut-être un peu plus compréhensible parce que Jean Audin reste au niveau du... Enfin, il va au niveau du poète et tu fais le travail de philosophe, mais avec cette poésie qui nous permet de suivre la ligne de ce que tu nous dis tout en ouvrant les choses à chaque fois de manière très importante. Donc, on passe à la session d'échange et donc vous pouvez activer vos micros ou poser vos questions dans le chat en, du Zoom. Euh, ouais, c'est très très riche, donc il y a beaucoup de thématiques. Et bien sûr, on pourrait rebondir sur l'éco-anxiété, d'autant qu'on a travaillé un peu sur ces aspects épistémologiques, sur l'aspect psychopathologique, mais il y avait quelque chose qui me questionne euh, parce que dans ces trucs de la poésie, il y a aussi des fois une dimension qu'on pourrait nous attaquer d'un peu spirituel, voire sacré. Et je me dis, quand tu définis les caractéristiques du vivant, qu'est-ce qui nous ferait dire que c'est pas les caractéristiques de Dieu? Alors pardon pour toutes celles et ceux qui sont là, mais il y a quand même la question de remettre du sacré parfois et qu'on pourrait nous reprocher dans ça. Enfin, tu vois, comment on peut, de dire, mais en fait, vous voulez réinsuffler quelque chose de l'ordre du divin dans le vivant avec votre poésie, c'est votre vocabulaire très complexe, mais en fait, une métaphore qui souvient de manière contagieuse, avec un effort d'abord sémiotique le cœur et pas symbolique avec les icônes, qui te permet de t'individuer, tu vois, avec une dimension événementielle et voilà, en fait, tu vois, c'est l'apparition en fait. Enfin, la belette, c'est l'apparition. Ah Ouais. oui, 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 c'est intéressant de le dire comme ça. J'ai pas du tout pensé à ça comme ça, mais oui, oui, oui. Et je me demande du coup, ouais, comment Ouais. on fait de ça, enfin.
parce qu'il y a un a priori derrière que on est plutôt laïque sur ça, mais que tu vois, mais ça pourrait être très fortement réapproprié, enfin réapproprié ou en écho en tout cas avec quelque chose de là. Oui, bah, en fait, alors, il y a une première façon de. D'abord, en fait, je pense que ça ne l'exclurait pas. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est que d'une certaine façon, on pourrait ne pas l'exclure. Et au fond, il y a tout un discours sur la question de, je pense à Spinoza, sur voir Dieu en toute chose. Hmm. Hein, même si Spinoza est assez compliqué parce qu'en fait, il n'est pas panthéiste. Hein, comme on dit, c'est une sorte de panenthéisme. Mais, donc, en fait, ça pose quand même cette question-là de qu'est-ce qu'on pourrait en dire, en fait, d'une point de vue, alors pour le coup, d'une éco-théologie. Mais si je laisse, comment Hmm. dire, si je laisse si je laisse cette mention, euh, en fait, ces quatre traits, on pourrait tout à fait je crois, les rendre compatibles avec les analyses d'un Monod ou d'un François Jacob, qui sont des matérialistes marxistes Hmm. plein et entiers. C'est-à-dire qu'en fait, pense au livre de Monod, Le hasard et la nécessité. Hein, et peut-être que, ou bien au livre comment dire, de Jacob, La logique du vivant. Et là, en fait, peut-être que le point de rupture, en fait, c'est qu'il manquerait il y a un cinquième, il manquerait un cinquième trait pour faire la ligne de démarcation, hein, qui est la question de la vie. Hein, c'est-à-dire, j'aurais peut-être d'ailleurs commencé par dire ça enfin, en tout début, c'est qu'en fait, lorsque François Jacob, donc tous les deux, donc c'est prix Nobel de biologie moléculaire, hein, qui découvre donc l'ARN messager, et en fait, ce qui est en discussion pour eux, c'est de dire, bah, justement, c'est comment penser les phénomènes en fait du vivant comme ce qui transmet de l'information mais sans avoir besoin pour ça de se référer à une mystique. Hein. Et donc, il y a une formule de Jacob qui dit, on n'étudie pas la vie dans les laboratoires. C'est qu'en fait, la décision, à la fois, elle est à la fois épistémologique, mais aussi métaphysique, hein, elle consiste à dire, l'étude que nous faisons du vivant est une étude qui se désaffilie de toute représentation d'une conception finaliste, Hmm. en fait, du vivant, et donc grand ordonnateur, alors, si on Effectivement. est, enfin, qui pourrait être un créateur dans un monothéisme, ou qui pourrait être des âmes si on était animiste. Hein. Et en Hmm. fait, euh, euh, dans une perspective de ce type, donc matérialiste, en fait, on peut penser à un animisme de méthode sans forcément un animisme d'adhésion. Hein. Et qui, à ce Ouais. moment-là, ben, je pense que les quatre traits que j'évoque, à mon avis, enfin, ils peuvent tenir, je pense. Hein. Et on le voit parce que enfin, parce qu'effectivement, dans le champ en fait, de la philosophie de l'environnement, une bonne partie en fait, sont pas spiritualistes. Ah non, c'est ça. Ils sont comment dire, ils sont darwiniens, donc ils pensent à la question de l'évolution, mais précisément, il y a la question de l'événementialité quand même. Hein, Hmm. mais une événementialité non téléonomique, enfin, voilà, non Hmm. téléologique. Pardon, une téléologie sans théologie, on va le dire comme ça. Oui. Merci. Et Michael nous demande, si tu veux prendre le micro, Michael, je sais pas, c'est un collègue psychiatre du DU, mais sinon tu nous écris, peut-on éclairer un peu plus la différence entre hasard et étonnement? Est-ce que tu veux nous poser un peu plus ton questionnement, Michael? Je sais pas. Non. Voilà. Bon, Oui, excuse-moi, j'avais un bug sur le téléphone. Pardon. Vous m'entendez? Hmm. Oui. Oui. Non, bah, c'était vraiment une question très simple. J'avais l'impression qu'il y avait confusion entre les deux notions, mais c'est peut-être moi qui ai mal compris. D'entendre un petit peu plus sur cette différence entre le hasard et l'étonnement. Je vois bien de quoi on parle quand on parle d'étonnement. Bon, j'avais un peu travaillé la question de la méditation, je crois que Monsieur Piron aussi. Et, mais le hasard, ça me semble être un vraiment tout autre chose. Et
peut-être pas très bien compris, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, les deux notions se recouvraient. Oui, en fait, il y a la question des situations, et puis il y a la question du retentissement de ces situations sur les existences. Et donc, en fait, de cette façon, le hasard, je le placerai du côté d'une forme de situation, mais d'une situation qui relève justement de ce qui échappe au contrôle, hein, euh, euh, bon, le hasard, c'est comment dire, c'est ce qui justement je pense aux travaux de Cournot en particulier, enfin, en économie et en statistique, hein, alors, le hasard, c'est la rencontre de deux séries, comment dire, causales, comment dire, indéterminées. Bon. Mais en fait, l'étonnement, c'est ce que ça produit, en fait, cette situation. C'est qu'en fait, c'est qu'est-ce que je fais de cela. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de lire assez longuement la citation de Naudin pour ça. C'est en disant, au fond, euh, le hasard, d'une certaine façon, c'est un état du monde, enfin, c'est de l'ordre du fait, là où l'étonnement, il est de l'ordre justement de l'événement. Enfin, comme ça que je le dirais. Je ne sais pas si si ça vous suffit ou. Oui, 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 tout à fait, je comprends un petit peu mieux. Disons qu'il peut y avoir de l'étonnement, même sans hasard. Voilà. Je pensais, euh, j'imagine on peut trouver dans beaucoup de pratiques mystiques, méditatives, en Inde notamment, ou dans d'autres cultures, ce rapport à l'étonnement sans que cela recouvre totalement ou soit directement en lien avec le hasard. Mais je comprends mieux votre explication. Mhm. Ok. Merci beaucoup. Oui, mais après, effectivement, alors, ça, j'ai moins travaillé que vous là-dessus. Ça pose la question des ressources, comment dire, qu'a une subjectivité, pour effectivement faire en sorte qu'il y ait suffisamment de consistance intérieure pour mettre de l'écart à l'égard de ce qu'elle est en train de vivre, même si ça n'est pas surprenant, si je peux dire, pour faire advenir de la surprise. Ah, mais alors c'est Vous marrant voyez, parce que quand je faisais c'est mes la question de. programmes de méditation, je reprenais tout le temps cette triangulaire de l'emprise, de la surprise et du lâcher prise. J'en avais marre d'entendre dire n'importe quoi sur le lâcher prise, même si c'était une question de coaching ou de développement personnel. Et je parlais surtout de surprise, de ce qui nous prend du dessus et de ce qui pouvait être Mm, de l'ordre de l'emprise dans la dépression ou la mélancolie d'ailleurs. mm, Oui, oui, je vois bien, ok, ok, mais bon, voilà, je crois qu'on peut retrouver cette question d'étonnement dans beaucoup de traditions religieuses. Enfin, quand on entendait des religieux dire qu'ils rendent grâce à Dieu ou au Créateur, bon, ils ont une forme d'étonnement sans que ce soit, comment dire, un moment d'émerveillement. Je pense qu'on peut garder ce petit écart, à mon avis, nécessaire euh, voilà, entre l'étonnement et le hasard, et chacun il mettra après ce qu'il veut là-dedans. mm, mm. Oui, oui, parce que en fait, alors, sur la question de étonnement, émerveillement, euh, comment dire, il y a effectivement toute une gradation, en fait, sur la question du coefficient d'altérité, que j'ose donner à la réalité, en fait, à laquelle enfin, que je cherche à décrire ou que j'expérimente. C'est qu'en fait, puisque vous parlez de méditation, moi, je m'étais interrogé sur la frontière justement entre méditer, contempler et prier. Et en fait, est-ce qu'il y a un fond commun en fait, dans les subjectivités, qui fait qu'on peut être méditant sans jamais être priant, mais est-ce qu'on peut prier si on médite pas? Vous voyez, c'est des questions là. Mais bon, c'est pas notre sujet ce soir, mais ça mériterait d'être creusé. Ouais. Ah oui, oui, c'est très intéressant. Je crois il y a même un risque à prier sans méditer et sans pouvoir s'étonner. On va retrouver ça du côté du fondamentaliste. Et bon, et après, par contre, Mm. effectivement, on peut être méditant sans prier, mais là, les coachings pointent le bout de leur nez, vous voyez. Donc, enfin voilà, il faut trouver Mm. un Ouais. juste milieu. Ok. Ok, Mm. merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment passionnant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, France? Oui, bonsoir. Dans l'espérance mélancolique, du coup,
quelle est en fait la thèse que la mélancolie crée une forme de disponibilité au monde en dehors de tout projet? Enfin, du coup, une forme de disponibilité un peu pure parce que dégagée de tout projet? Oui, en fait, ouais, bon, lui, enfin, Jérôme Pau, enfin, si je résume sa thèse, hein, enfin, oui, il y a un double projet dans ce bouquin, en fait, dans ce livre, pardon, c'est un livre où, en fait, il fait dialoguer des philosophes et des psychiatres, hein, autour de la question de la mélancolie. Il en prend trois, hein, il y a Minkowski et Bergson. Euh, il y en a Il y en a un avec Heidegger, je ne sais plus lequel, et puis il prend Binswanger et Husserl. Bon. Et en fait, et puis en sous-texte, en fait, il y en a un quatrième, mais qui n'est pas vraiment traité comme tel, mais qui est finalement Ricoeur et Freud. Mais en fait, il le fait pas, mais c'est un Ricoeurien au départ, comment dire, Poré. Et en fait, sa question à lui, c'est est-ce qu'on peut penser l'espérance comme une catégorie? C'est pour ça que c'est le titre qui est presque un oxymore, espérance mélancolique, hein. Est-ce qu'on peut penser enfin, enfin, cette idée d'espérance mélancolique dans un régime qui ne soit pas théologique? Donc, ce qu'il veut montrer, c'est que la question d'espérance n'est pas une promesse des traditions religieuses, mais qu'elle est une modalité originaire d'être autant. Alors, sa question, elle vient du pourquoi effectivement les mélancoliques ne vont-ils pas tous se suicider, hein, d'où le cas Brandt et d'autres, hein. Et en fait, donc il passe en revue, bon, je ne vais pas faire le résumé du livre, mais donc il passe en revue justement trois philosophies du temps, hein, la philosophie de l'élan vital chez Bergson et sa lecture chez Minkowski, la philosophie de l'être autant, comment dire, chez Heidegger, et puis donc la question des synthèses passives chez Husserl, mais et donc il est clair en fait trois manières de penser une clinique, mais en fait ce qu'il dit, enfin bon, globalement, c'est que ces trois comment dire, ces trois lectures en fait philosophiques en fait du temps qui peuvent soutenir une clinique, on peut au moins on peut les résumer en disant effectivement que le temps de l'allure ordinaire intentionnelle, c'est le temps du projet, que la mélancolie, c'est une suspension du temps du projet, mais que cette suspension n'est pas une expérience atemporelle. Elle n'est pas atemporelle, hein. Mais c'est donc cette idée effectivement d'une attente de rien qui n'est pas rien. Voilà, c'est un peu ça pour le dire comme ça, hein. Est-ce qu'il y a une autre question dans le groupe? Nous, sur l'éco-anxiété, alors on l'avait pris de manière beaucoup plus épistémologique et ça fait presque pauvre dedans, mais c'est de se dire, mais tu as parlé aussi du burn-out des environnementalistes, enfin pardon, des personnes qui sont dans les mouvements écologiques, tout ça plutôt, parce que c'est pas sûr que ce soit des environnementalistes justement. Euh, si on fait la distinction que tu as, pris, mais de dire que l'éco-anxiété peut pas être une dimension psychopathologique puisqu'elle est surtout la réaction au milieu et pour définir un trouble, il faut que la maladie soit au moins en partie quelque chose qui cloche à l'intérieur et que ce truc qui cloche à l'intérieur, euh, et une certaine autonomie. Enfin, c'est Jérôme Wakefield dans la définition des troubles, on l'avait travaillé en première session à Bordeaux. C'est une dysfonction préjudiciable. Alors, ça fait que c'est un objet hybride, mais c'est pratique d'un point de vue psychiatrique. C'est que l'éco-anxiété, ça peut entraîner un préjudice. Tous ne sont pas éco-colères. Certains sont éco-anxieux avec des humeurs dépressives en disant on peut rien faire et dorment mal. Tu vois, quand tu commences à pas dormir parce que tu penses que la planète va s'effondrer, que tu commences à avoir des soucis excessifs, tout ça. Mais le truc qui cloche ne cloche pas à l'intérieur. Le problème de cette vision, et c'est ce que je me demandais, si on revient à quelque chose d'un peu plus épistémologique psychiatrique, c'est que ça dichotomise fortement ce qui est de l'ordre du physiologique, et moi je suis prof de physiologie, on a tendance et tu vois, il y a quand même l'homéostasie du milieu intérieur, et ce qui est de l'ordre de l'extérieur, et tout l'enjeu de l'écologie,
c'est de brouiller la frontière, c'est de faire une physio-écologie. On a travaillé, on a vu Bruce Begou il y a 2 ans en masterclass, vous pourrez aller voir sa masterclass, enfin, tout ce travail d'ambiance. J'ai pas eu le temps de lire son dernier livre sur la mersivité, mais il y a quelque chose d'un enjeu dans l'écologie qui est, on avait la physiologie, on avait l'éthologie, l'extérieur, le milieu. Tu vois, il y a quelque chose dans l'écologie qui essaie de brouiller les milieux, et là, c'est difficile de trouver les concepts, les outils pour penser ce milieu. Alors, du coup, on va chercher avec le milieu dans les trucs japonais avec Augustin Berg. On va chercher, c'est ça, sur la science des milieux. On va chercher dans la Mésologie, oui. poésie. Hmm. Oui, je sais plus, Oui, oui, c'est la mésologie, les la mésologie, ouais. oui. Ouais, Watsuji, Ouais, la Sun Fudo. c'est ça. Mhm, mhm, Mais on mhm. a du mal. Alors, en psychopathologie, on avait l'antre avec Bin Kimura, tout ça. Donc, on est obligé de chercher vers là. Et puis, si on essaie de le faire avec des concepts occidentaux, pardon, enfin je sais pas comment dire plus ici, on a l'impression qu'on est un peu désemparé, on est obligé d'aller vers des trucs un peu plus poétiques et tu vois, il y a quelque chose qui est difficile à penser dans cette maintenir quand même des choses, mais voir qu'il y a une espèce de membranéité, de porosité, quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Et du coup, là, je serais bien emmerdé de redéfinir la maladie si je me dis que ce qui est à l'intérieur de moi est si dépendant de son milieu, quoi. C'est-à-dire que la notion de dysfonction préjudiciable, de harmful dysfunction, marche plus trop. Moi, je dis à mes étudiants tout le temps, la maladie, au moins en partie, c'est quelque chose à l'intérieur. Le burn-out n'est pas une maladie parce qu'en fait, si tu retires le stress professionnel, la personne n'est plus malade. Enfin, elle est plus souffrante, pardon. Et je sais pas comment, tu vois, c'est penser la maladie à travers une porosité du lien entre l'intérieur et l'extérieur, ça risque soit d'étaler trop, soit je sais plus où le situer, quoi. Désolé pour Oui, cette oui, mais question un peu que je brainstorm je comprends. Et pourtant, Oui, 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 non, bien sûr, mais enfin, moi, et pourtant, non, pourtant, je te suis dans les pensées, mais je me dis quand si je devais définir le normal et le pathologique à partir d'une mésologie, et je serais bien emmerdé, tu vois? Hmm. Oui, mais en même temps, si on prend toi, la question justement, de la plasticité cérébrale, la question du microbiote, on a Ouais. des éléments en fait qui pourraient, pour le coup, dire quelque chose de cet ordre-là. En fait, mais peut-être que ça va être un mot trop. Bon, je ne sais pas si c'est satisfaisant. M- Globalement, enfin moi depuis, ça fait un petit moment maintenant, enfin ça fait longtemps même, en fait il me semble quelque chose de, enfin globalement, on va le dire comme ça, euh, notre médecine, au moins du point de vue méthodologique, est positiviste. Je dis pas qu'elle est philosophiquement positiviste, mais elle est positiviste de méthode. Et pour ce faire, comment dire, elle procède sur une approche en fait euh, analytique, pas au sens psychanalytique, mais enfin ouais, analytique, qui consiste à ramener du compliqué à des éléments simples. Mm, Donc, c'est-à-dire, et ces méthodes sont des méthodes qui sont systématiques. Hein. Il faut être exhaustif, et en fait, alors les éléments simples. Aujourd'hui, c'est le gène ou c'est des datas. Enfin, on peut les mettre partout. C'est de l'information, mais en fait, et au fond, notre modèle biomédical, il est construit là-dessus. Moi, je dis finalement, toute notre prise en charge en fait de l'humain malade, elle repose sur cette approche analytique, y compris les approches biopsychosociales. Parce que finalement, tu as les oui, spécialistes du bio, justement, tu as les oui. spécialistes du psy, et tu as les spécialistes bon. Et en fait, où sont les endroits où ça se relie? Mm, Et en fait, dans ce modèle biopsychosocial, en fait, tous les endroits où ça dysfonctionne, c'est les endroits où précisément ce qui est affecté, c'est notre rapport au monde dans penser comme milieu. mm, La fin de vie, le grand âge et la question du chez-soi, la question du désir d'enfant. Enfin, moi, c'est qu'en fait, tous les endroits où ça fait du bruit, quoi. mm, Et d'une certaine manière, donc je le dirais comme euh, en fait, et donc, dans un modèle de ce type, eh bien, quand on parle de facteur environnemental, on veut le caser. Tu vois, on veut en faire un élément parmi d'autres, alors que c'est le contexte général. mm. Alors, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai
j'ai peut-être utilisé un mot qui est trop, enfin, voilà, je sais pas comment, qui est peut-être problématique, mais comment dire, quand on distingue en fait dans les approches qu'on dit systémiques et les approches systématiques, au fond, précisément, l'écologie est les sciences des relations. Donc, effectivement, elle pense des interrelations. Et donc, en fait, effectivement, ce qui est attaqué, c'est précisément dans le milieu, c'est les relations entre les êtres. Mm. Euh, donc, ça veut dire effectivement que bon, c'est pas qu'un facteur. Oui. Mais après, effectivement, je ne sais pas comment je pourrais Ah non? ensuite traduire ton activité à partir de ça. Ah non, non, mais c'était pour réfléchir. En te regardant, on avait commencé par Jean Audin, il nous avait déjà fait une présentation où il avait commencé, il faisait jour, et à la fin il faisait nuit, et il disparaissait progressivement, et je remarque que tu disparais progressivement au cours de la présentation, et je Oui, trouve ça très je vais beau. mettre la lumière. Et non, 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 c'est pas obligé, c'était pas pour ça. Et Oui, oui, ceci dit, c'est bien. oui, et Heureusement. de dire comment on peut disparaître progressivement au cours des sujets les plus fins. Est-ce qu'il y a d'autres... Moi, c'est Sonia. Je suis désolée, je mets pas la caméra parce que je suis vraiment pas très en forme. Non, non. Mais en vous écoutant, c'est juste une remarque. Je trouve que le concept de Global Health, je le trouve intéressant, pertinent pour nous permettre de réfléchir et d'avoir une approche, pour le coup, effectivement, qui puisse être à la fois et systématique et systémique. Je trouve que ça nous permet de, voilà, de penser à un ensemble où la question de l'écologie et de l'environnement a toute sa place, en même temps que nos interrelations. Moi, c'était juste une remarque. Je sais pas, Jean-Philippe, ce que tu en penses. Oui, bah, oui, 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 c'est sûr. Enfin, ce qui se balbutie autour des questions de santé globale, c'est cette idée-là, en fait. Avec Justement, celle de c'est One de Health en même temps, parce qu'il y a Global Health et One Health, et d'ailleurs peut-être un peu plus One Health que Global Health. Après, il y a beaucoup de termes sur la santé parce que il y a la notion de santé environnementale, de santé environnement, de One Health et de santé planétaire. Et voilà, c'est toujours complexe quand on va prendre les termes qui sont réappropriés par les instances gouvernementales et par les trucs, parce que souvent, on a l'impression que c'est bien au début, puis quand on regarde un prof, oh là là! Parce que One Health, c'est quand même un concept qui cherche surtout à respecter la chaîne complexe du vivant, parce que ça nous éloigne de la biodiversité, serait un espèce de tampon qui nous protégerait du virus du pangolin, quoi. Tu vois? One Health n'a pas une conception écologique en termes relationnels. One Health a une question de stock de biodiversité pour pouvoir faire tampon et que ce stock, aussi, on a besoin des vétérinaires, on a besoin de tout ça, mais sinon, on a le virus du pangolin qui vient faire le Covid, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le pangolin, enfin bon, peu importe. Et, et donc, penser une approche écologique de la santé, peut-être faut mieux aller chercher vers les penseurs écoféministes qui pensent la santé à partir de l'écos, de la maison, de ce que c'est Et ou prendre du soin tiers-monde, de... alors, dans ces cas-là, pour Hmm. rejoindre le titre de l'ouvrage de Pascal Molinier. De quoi? Pardon, Tiers-monde. Ouais, ouais. Hmm. Et je pense qu'il y a peut-être, on a plus besoin de concepts plus proches du quotidien que de concepts englobants qui sont réappropriés par les instances nationales et qui, en fait, souvent, sont des concepts dont le capitalisme se réapproprie très bien et fonctionne très bien avec, hein. Je suis Mais bon, d'accord avec vous. Je suis assez convaincue par votre argumentaire. En revanche, je pense que d'un point de vue pédagogique, parce que c'est plutôt la place qu'est la mienne actuellement, du coup, dans mes interventions auprès de mes étudiants, aborder finalement la notion de One Health me permet de leur faire comprendre que la santé ne se limite pas finalement qu'à leur propre santé individuelle. Donc là, je trouve qu'en ouais. termes d'outils pédagogiques, c'est une porte d'entrée intéressante.
Mais alors j'ai coordonné une partie de l'UE santé transition environnementale. J'ai compris que quand le ministre nous demande à enseigner les transitions environnementales, c'est surtout pas d'enseigner l'écologie, c'est justement d'enseigner les transitions environnementales pour s'adapter. Ça m'a valu quelques discussions complexes avec mon université pour dire on va pas parler de One Health dans une fac de médecine. Et en fait, on a fini par en parler. Mais en même temps, on peut parler, tu vois, je recherchais Vandana Shiva, qui est l'écoféministe indienne et qui parle de justice sociale, justice environnementale. On peut aller chercher aussi d'autres autrices, auteurs, qui viennent penser l'écologie et la santé sur des choses qui sont pas des concepts issus du monde européen et des grands concepts englobants, mais des concepts qui viennent de milieux dont on n'a pas l'idée, tu vois, enfin, sans faire de trucs d'une écoféministe indienne ou les mouvements mexicains sur la santé et l'environnement et les problèmes de justice sociale là-dedans. Et c'est peut-être ça aussi qu'on peut transmettre aux étudiants quand on pense alors là, on vient de passer dans la discussion de l'aspect phéno à l'aspect politique, mais, euh, mais c'est pas facile, hein, parce que ces concepts sont les concepts de One Health, tu vois, quand le directeur d'hôpital nous dit il faut faire de la transition environnementale, tu dis ouais, et en fait tu te rends compte que c'est pas du tout penser les interrelations et comment on fait que l'hôpital soit un EICOS vivable, c'est on va réduire le nombre de gants. On va réduire le taux d'électricité. Et vous êtes contre réduire le taux d'électricité et refaire tu vois, on a changé toutes les lampes au CHU de Bordeaux avec un système d'allumage qui fait que quand tu rentres dans le couloir, ça fait un espèce de truc un peu science-fictionnel, ça s'allume plus fort. Ouais, mais au fond, j'ai plus de temps pour parler avec mes infirmières, il n'y a plus de milieu en fait. C'est-à-dire et ça, enfin, peut-être on fait comme si ça allait de soi avec Jean-Philippe sur la dichotomie milieu-environnement, environnementalisme, écologie, mais c'est des dichotomies qui sont essentielles pour le politique, je pense. Et il y a un Oui, moi, je petit suis assez texte. d'accord. Oui, oui. Il y a Wild Project. Alors, si on parle d'enseignement, si on est pris, il y a Wild Project qui vient de sortir un petit truc qui est joliment fait, qui est sur comment enseigner l'écologie à l'université et qui peut vraiment aider sur petit manuel de résistance académique qui dit, mais qui enseigne l'écologie? Et en fait, il y a des espèces d'illustrations dedans qui sont très claires pour fixer cette ligne, quoi. Ils font un travail important chez Wild Project sur ça. J'ai mis la Oui. référence Moi, j'avais participé en fait à l'enquête. j'ai participé enfin oui, enfin merci pour 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 tous ces éléments en fait. Euh, de fait, hein, il y a eu un travail qui a été fait autour enfin, c'est Guillaume Blanc en fait dans un livre qui s'appelait Les humanités environnementales en fait qui portait sur les catégories d'entendement écologique en disant effectivement que si on dit nature, si on dit environnement, si on dit milieu, si on dit terre, si on dit Gaïa, si on dit écoumène, en fait, on ne dit pas la même chose. Et que, effectivement, le vocabulaire qu'utilisent les acteurs prépare en fait des réponses qui sont très, très, presque aux antipodes. Les exemples que tu viens de donner sont assez évidents. Et de ce point de vue, je reviens sur la question enfin, sur mon propre propos. C'est intéressant de voir comment on rentre dans la question écologique aujourd'hui, si on rentre par le problème carbone ou si on rentre par la question du vivant section, effectivement, les approches très solutionnistes sont les approches en fait de la croissance verte, parce que finalement, c'est les approches de l'ingénierie. Mm. Parce qu'effectivement, si le problème de la crise économique, c'est essentiellement un problème d'énergie, enfin au sens d'accès à des énergies qui remplaceraient les énergies fossiles, eh bien la question, c'est les LED, le nucléaire et les éoliennes, dans des logiques ultra industrielles. Et en fait, parce qu'il peut y avoir enfin bref, alors qu'effectivement, si on rentre par la question du vivant, on est obligé de penser des relations. Donc en fait, on n'est pas du tout dans la même problématique. Et alors, il faut pas, à mon avis, il n'y a pas à choisir entre les deux, parce on est bien embarrassé, mais au fond, globalement, les logiques gouvernementales aujourd'hui, c'est la porte d'entrée par la question carbone. Donc en fait, je raisonne sûrement sur le métaux d'émission, et puis en définitive, ben, il y a des marchés carbone. Et donc en fait, il y a des permis à polluer, et puis on voit tout le bazar qui va avec. Alors que effectivement, l'entrée par le vivant, avec les différents traits qu'on a vus tout à l'heure, bah, on est obligé à ce moment-là, justement, d'être dans des approches beaucoup plus systémiques. Mm.
Et alors, sur les questions pédagogiques, enfin, moi, nous, on s'est posé, enfin, je me suis posé la question, moi, quand je suis arrivé ici à Dijon, sur finalement la responsabilité des institutions universitaires dans cette histoire. C'est qu'en fait, puisque quand on forme pour longtemps, et en fait, une bonne partie des intelligences qu'on forme sont des intelligences qui sont très marquées justement par des approches très positivistes, en fait, du point de vue méthodologique, hein. Et moi, une des questions que j'ai, c'est que finalement, nous avons construit, enfin, il y a une histoire très longue de l'université, hein, très très sommaire. Enfin, si on va très très vite, l'université médiévale, la division de ses savoirs, c'est trivium et quadrivium, hein, donc c'est les grands savoirs en fait des humanités classiques, grecques et latine. Donc la rhétorique, la musique, c'est ça les grands savoirs. Et depuis, comment dire, la création de l'université Humboldtienne, au sortir du 19, enfin, bah, d'abord les idéologues, hein. Et donc en fait, Cabanis et la sortie de la Révolution française, hein, en fait, il y a tout ce courant-là. On crée l'université, comment dire, qui a séparé les sciences de la nature des sciences humaines, posant d'ailleurs la question de où mettre la médecine, hein. Euh, et en fait, quand on est devant aujourd'hui en fait les situations qui sont les nôtres, enfin, la question justement, on va dire de polycrise écologique, si on veut une catégorie neutre, pour pas parler de transition. Enfin, en fait, on s'aperçoit qu'on est devant des problèmes qui sont systémiques. Donc en fait, les catastrophes, elles sont à la fois sociales et environnementales. Donc en fait, on devrait inventer des formations où en fait qui puissent penser ça. Et donc nous, moi quand je suis arrivé ici, je me suis dit, bah, tiens, une solution. Donc j'ai créé un master qui s'appelle Humanité médicale et environnementale avec l'idée, effectivement, de former ensemble, alors nous, à notre petite échelle, parce que les logiques sont énormes, mais des médecins, des vétos, des agros, Mm. et puis des SHS, hein, en disant, ben, finalement, comment on peut les former à des approches systémiques, mais sachant qu'il y a malgré tout que l'université fonctionne encore en section CNU. Donc en fait, elle fonctionne sur un mode analytique, alors que le monde qu'on a à traiter, on devrait le traiter sur un mode systémique. Donc en fait, il y a quand même un problème fondamental enfin, de la structuration de la recherche, vu les problèmes qu'on rencontre. Ce qui fait qu'après, effectivement, on est dans ce moment-là qui est intéressant pour ça, parce qu'effectivement, le Global Health ou One Health, il est là, en fait, enfin, soit il est rattrapé idéologiquement, soit il invente des espaces, moi j'aime bien dire ça, un peu à la Winnicott, des espaces transitionnels de jeu. Et en fait, on est dans cet endroit-là, j'ai l'impression. Bah, j'ai lu hier le texte de Winnicott sur à quel soin se vouer. Et effectivement, il posait déjà bien cette distinction de où on fout la médecine. Bon, lui, c'est entre le care et le cure. Bon, la dichotomie maintenant qui est classique, mais effectivement, c'est une... Ouais. Je pensais pas que Winnicott avait cette pensée un peu écologique des trucs, quoi. Enfin, du fait, ça, c'est comme pour les soins palliatifs, tout ça, c'est l'enfant est un élément. Alors lui, il pose que seule la psychanalyse peut aborder ça, mais en fait, on a actuellement une pensée où l'écologie nous fait dépasser l'approche du fait psychopathologique enfin, de la simple psychanalyse, en tout cas de la psychanalyse comme ancrage historique. En tout cas, on est en train d'inventer, j'ai l'impression, un autre corpus, et peut-être c'est en train de se fabriquer, quoi. Mhm. Et Moi, c'est ce que ouais, ouais. c'est un peu ce. Et je fais peut-être la transition vers l'idée que c'était effectivement l'enjeu des masterclass, de voir ce qui est en train de se fabriquer autour de la philosophie de la psychiatrie, pour peut-être emmener progressivement, s'il n'y a pas d'autres questions, sur la fin de cette masterclass. Un grand merci parce que effectivement, c'était travailler avec toi sur des choses qui nous permettent de justement de faire ce pas de côté par rapport à des concepts un peu d'environnement ou de One Health, comme on a dit, et de dire comment se faire surprendre par la belette, captiver. Et tu nous as fait réfléchir. On a arpenté ces concepts. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on puisse les arpenter dans le début de philosophie de la psychiatrie autour de l'écologie et le fait psychopathologique. Donc ça a été une merveilleuse introduction et on t'en remercie beaucoup. Et on va pouvoir clôturer. Michel, si jamais... Oui, on n'a même pas ouvert la porte du vivant numérique, qui serait l'autre extrême qui va rebousculer et forcer à réactualiser toutes ces questions-là.
mais c'est encore trop vaste. Donc, J'avais c'était noté dans pour mon dire à quel papier. point c'était Ouais, riche et ça appelle à d'autres formes de continuité à partir de là. Merci encore. ouais, Bonne merci. soirée tout le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Euh, Bonne Merci de soirée. l'invitation et puis Merci. à se suivre. Ouais, Au revoir. on se suit. À À bientôt. bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.